Dans Rencontre aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Philippe Christin. Monsieur Philippe Christin est vice-président de l'association Toastmasters, vice-président éducation. L'association Toastmasters, c'est quoi? En quoi ça consiste? Alors il est vrai que le nom n'inspire pas grand-chose en France, car c'est une association d'origine américaine. Toast, on sait ce que c'est, voilà. Masters aussi, mais alors l'association des deux? Alors c'est l'art, étymologiquement, l'art de porter un toast à quelqu'un ou à quelque chose. C'est ça l'origine. Ce que nous y faisons, c'est apprendre à parler en public, essentiellement. C'est l'axe majeur de l'activité de l'association. Et puis, en même temps, on apprend un petit peu de leadership, c'est-à-dire à organiser des manifestations, organiser des réunions sous différents types, car on essaie de varier, et c'est là le travail du vice-président éducation, précisément, de varier les réunions afin qu'elles soient pas trop répétitives ni barbantes, mais ça reste toujours un moment de détente, un moment de plaisir, et puis un moment de savoir, parce que oui. Écouter des discours intéressants, c'est toujours très enrichissant. Aider les autres à progresser, à s'améliorer, c'est toujours très intéressant. Si je comprends bien, cette association, vu son nom, elle n'est pas née en France. Non, elle est née aux États-Unis, en Californie, à Santa Ana, et c'est le Dr Smedley qui dirigeait une association pour jeunes un peu difficiles, non pas des délinquants, mais des pré-délinquants, disons. Et il s'est rendu compte que il y avait une fougue, une animation, un bouillonnement quand les jeunes étaient entre eux. Et puis dès qu'ils rentraient dans une salle, il était extrêmement difficile de leur faire dire un mot. C'est-à-dire que dans leurs cris, dans les cours, etc., il n'y avait pas d'écoute. Alors qu'à partir du moment où ils étaient dans une salle, les camarades autour écoutaient. Et donc pour ne pas être, disons, jugés, ou je ne sais pas ce qu'on peut ajouter, mais ils se taisaient pour éviter cet écueil. C'est des jeunes qui se sentaient pas très bien dans leur peau. Voilà. Peut-être par manque de compétences verbales, tout simplement. Je saurais pas répondre à cette question, parce que c'est né en 1924, donc c'est quand même quelque chose de très ancien. Oui. Et en tout cas, il a eu l'idée, sur la base du volontariat, le Dr Smedley, de faire venir des gens, enfin ces jeunes, de les regrouper et de leur proposer un programme d'éducation, et c'est comme ça que le Toastmaster International a démarré. Ce que je voudrais ajouter quand même, c'est qu'aujourd'hui, c'est une association qui groupe plus de 16 500 clubs dans le monde. Oui, c'est énorme. Et dans 124 pays. Donc vous voyez, c'est une portée internationale, et Toastmaster travaille dans toutes les langues, avec évidemment un petit privilège à l'anglais, parce que d'abord c'est la langue d'origine. C'est la langue de naissance. Voilà. Oui, et puis en plus, l'anglais c'est la langue des transactions. C'est devenu la langue internationale. Bien sûr. Alors, donc en France, maintenant on va revenir à la France. Oui. En France, c'est où qu'il y a eu les premiers clubs? Alors c'est très simple. Ce sont les Américains qui ont importé Toastmaster en France, en Europe d'ailleurs. Et ce sont les troupes d'occupation américaines. C'est l'armée. C'est venu après la guerre, quoi. Voilà. Le premier club en France, c'était Orléans, où il y avait le headquarter de l'armée américaine. Et en 62, je crois, le général de Gaulle a demandé aux Américains de quitter la France. Il me semble que c'était à cette époque. Et les Français qui participaient aux activités de ce club en anglais ont décidé de continuer en France, en français, pardon. Et en français, oui. Voilà. Donc oui, et en français, parce qu'il y a également des clubs bilingues. Des clubs bilingues, oui. Alors sur Paris, vous avez Eiffelturm qui est franco-allemand. Vous avez The Europeans qui est franco-anglais. Vous avez des clubs anglophones comme Toastmaster of Paris, Toastmaster 75. Ah, il y a un club franco-espagnol aussi. Mais en dehors de Paris, la plupart des clubs sont francophones, à quelques exceptions près. Nice, qui est bilingue, et
Toulon, si Toulon, qui va naître le 1er octobre et qui sera également bilingue. Bilingue anglais-français. Anglais-français, oui. Alors, les adhérents qui viennent fréquenter vos clubs, quelles sont leurs motivations générales? Souvent, ils s'aperçoivent qu'ils ont des difficultés à s'exprimer dans leur entreprise, devant le personnel, devant leurs collaborateurs, ou bien ils s'aperçoivent que quand ils ont un entretien d'embauche, c'est pas très facile et ils sentent qu'ils ont quelque chose leur manque. Eh bien, ils viennent apprendre tout ça à Toastmasters, où on suit très bien les progrès des uns et des autres, en sachant que chacun travaille à son rythme, comme il en a envie. Il peut aller très vite, il peut aller lentement, c'est complètement libre, quoi. Et tout dépend aussi également, je pense, du niveau, enfin si j'ose dire du niveau de départ, du niveau de communication de départ. Il y a certains ont plus de facilité que d'autres, je suppose. Peut-être un peu, mais si vous pensez à un problème de niveau intellectuel, je dis non. Non, je pensais pas ça. C'est un problème de niveau de communication. Aux compétences communicatives. Ouais, tout à fait. Alors là, je dis oui, effectivement. Et donc, alors, les gens, concrètement, les gens viennent à une séance. On arrive. Donc, combien de personnes par séance? Alors, ça varie entre 15 et 25 ou 30. Généralement, à 40, on crée un nouveau club. Bon. Et alors, il y a autant de monde par séance, dans chaque séance? À peu près, oui. Donc, ça veut dire que la personne qui va prendre la parole va être écoutée par les 30 ou... Voilà, on va dire 15 à 20 en moyenne. En moyenne. Ouais. Et donc, il y a une personne qui parle. Cette parole, elle a été organisée comment? Alors, on travaille sur des manuels qui donnent un programme d'expression, c'est-à-dire un certain nombre de discours à prononcer qui sont libres en ce qui concerne le sujet, mais qui chaque fois comportent un objectif. Autrement dit, dans la première série de discours, qui est de 10 discours, on apprend à construire un bon discours, enfin, ce qui pourrait être un bon discours dans son ensemble. Alors, je vous coupe la parole, là, parce que un bon discours, un mauvais discours, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais discours? Sauf, ne parlons pas du fond, hein. Non, on parle surtout de la forme. Alors, par exemple, on apprend que une introduction qui est percutante, c'est quelque chose que l'on retient. Ensuite, il y a le corps du discours dont il faut apprendre à faire les liaisons, sur lequel il faut apprendre à faire des gestes qui viennent donner plus de valeur à ce qu'on est en train de dire. On apprend à varier le ton de la voix, à varier le rythme, à chuchoter, à crier. Enfin, tous les éléments d'expression nécessaires, on les apprend là. On apprend à structurer un discours aussi. Voilà les différents éléments des 10 premiers discours. Finalement, c'est comme à la radio, quoi. Un peu. Admettons une personne qui vient de s'inscrire. Oui. Elle arrive à sa première séance. Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Alors, à la première séance, on lui demande rien. On lui pose simplement la question, est-ce que vous souhaitez participer à la séance d'improvisation? C'est tout ce qu'elle a à faire. Et à la fin de la réunion, le président lui demande si elle a passé un bon moment, qu'est-ce qu'elle a pensé de ce qu'elle vient d'entendre, de voir. Après, les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent venir 2-3 fois pour voir, pour se familiariser, pour savoir si vraiment c'est pour eux la bonne direction, si ça leur sera intéressant, utile, profitable. Si la réponse est négative, il n'y a pas de problème. On se quitte amicalement, etc. Et si ils décident d'adhérer, à ce moment-là, on leur demande une cotisation modique qui est de 100 € pour l'année. Voilà. Ça, c'est 100 € pour l'année, donc pour pouvoir devenir membre du club. Voilà. Et qui couvre les frais de salle, de petit apéritif à la pause, enfin des bêtises comme ça, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez que les cotisations de vos adhérents. Absolument. Absolument. C'est une association sous la loi de 1901, sans but lucratif, etc., quoi. Non, on fait pas de bénéfices, on fait pas de...
Oui, bon. Non, mais même, vous n'avez pas de subvention. Non, aucune subvention. Vous ne bénéficiez pas de subvention. Non. Bien. Je suppose que parmi les personnes présentes lors des réunions, certaines sont chargées d'évaluer celui ou celle qui parle. Oui, bien sûr. Alors c'est généralement, ce sont les plus anciens qui ont cette charge, c'est-à-dire qui sont arrivés au moins au 6e discours, qui ont prononcé leurs 6 premiers discours. Et d'ailleurs, c'est une règle dans les concours dont je n'ai pas parlé, mais dont je vais vous parler. 2 fois par an, nous faisons des concours. Et la règle pour se présenter à un concours, c'est d'avoir fait au moins les 6 premiers discours. Donc je reviens en arrière à votre question. Les anciens, les membres les plus anciens évaluent effectivement les plus récents, mais c'est un accompagnement qui est un accompagnement très positif dans tous les cas. C'est-à-dire que il ne sera jamais dit à quelqu'un c'était pas très bon ou c'était mauvais. Il s'agit pas de mettre de notes entre 0 et 10. Quoi. Absolument pas. On dit plutôt, ben voilà, vous avez été brillant dans cette partie de votre discours pour telle et telle raison, car c'est très important. Votre discours pourrait être perfectible dans telle ou telle partie ou pour telle et telle raison. Et voilà la suggestion qui vous permettrait de progresser. Voilà, vous restez toujours constructif, c'est-à-dire qu'il s'agit complètement. Voilà. Si vous voulez, les gens qui sont là, le public qui écoute un discours, et chacun a un objectif, c'est d'essayer de le faire progresser. Voilà, c'est tout. Et puis il y a les concours alors. Et puis les concours, alors ça c'est une partie fantastique parce que ça nous fait voyager un peu. Pour vous donner une idée, la dernière conférence parce qu'on appelle ça des conférences. Bon. Donc les derniers concours de district se passaient à Budapest et c'est l'Europe de l'Est, c'est-à-dire que c'est 400 participants, etc. Enfin c'est très très important. Et la prochaine réunion c'est au mois d'août à Kuala Lumpur, oui, pardon. Et c'est le concours international où on désigne le champion du monde d'art oratoire. Nous, pour notre secteur, notre région ici, le sud de la France, on a depuis 3 années 3 champions d'Europe, ce qui est quand même très satisfaisant pour des clubs jeunes qui démarrent, etc. quoi. Bon, je crois que c'est très, on est très content, c'est très positif et ça veut dire que la méthode marche, quoi. Et comment vous sélectionnez vos champions, c'est-à-dire ceux que vous allez envoyer Eh ben, par les concours. C'est-à-dire que y a un concours interclub. À l'intérieur du club, celui qui gagne représente son club devant les 3 ou 4 clubs, c'est-à-dire un secteur. C'est sous forme de poule, quoi. Voilà. Celui qui gagne au secteur représente son club devant la division, c'est-à-dire la France, le Belgique-Luxembourg. Et celui qui gagne à la division représente son club au district, c'est-à-dire l'Europe centrale. Voilà. Mais dans ces concours, il y a plusieurs langues. Oui, il y a plusieurs langues. Ouais. On fait des concours de discours, une fois sur 2 de discours humoristiques, qui est une forme un peu différente. Et puis on fait des concours d'improvisation ou des concours d'évaluation. C'est-à-dire que là, les choses sont un petit peu différentes. C'est-à-dire pour les concours d'improvisation et d'évaluation, il y a un discours, par exemple pour les évaluations, il y a un discours cible et tous les concurrents évaluent le même discours sans avoir entendu les précédents. Oui. Voilà. Et je suppose qu'on donne des durées de parole obligatoires. Toutes les interventions se font dans des temps donnés. Les improvisations pour les 3 parties d'une soirée, par exemple, les improvisations, c'est 2 minutes, avec 30 secondes pour conclure, c'est-à-dire 2 minutes 30. Les discours, c'est 5 à 7 minutes, parce que l'expérience montre que après 7 minutes, l'auditoire a un peu de mal à se concentrer, à continuer à écouter. Voilà, l'attention baisse. Oui. Et enfin, les évaluations se déroulent en 3 minutes et demie, puisqu'il y a toujours 30 secondes de conclusion. Et c'est très important parce que, d'abord, on apprend l'esprit de synthèse. Il faut retenir que, même si on a énormément de choses à dire, il faut choisir les choses les plus importantes et dire à l'orateur ce qui peut l'aider véritablement. C'est pas la peine de s'éparpiller dans 1000 choses.
parce qu'il y a toujours quelque chose à dire, mais là, on essaie de cibler une évaluation précise. Philippe Christin, nous arrivons à près de 17 minutes on est très bavard. D'interview. J'espère que nos auditeurs nous suivent toujours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler les coordonnées de l'association pour ceux qui voudraient vous rejoindre. Donc, Monsieur Christin, où peut-on vous joindre? Alors, on peut me joindre par téléphone au 06 37 66 45 60 ou bien sur philippe.christin@free.fr. Et est-ce que l'association dispose d'un site internet? Oui, tout à fait. C'est toastmaster-var.com. Voilà, donc vous savez tout. Allez voir le site internet de l'association et si ça vous intéresse, prenez contact avec Monsieur Christin qui se fera un plaisir de vous répondre. Merci, monsieur. Merci.